Grenoble, c'est quand même la seule ville de France où on peut se balader en plein centre avec son matériel de ski sans avoir l'air idiot, en principe. Bienvenue cette semaine dans la Cité des Alpes. Vous savez, celle dont la réputation rime avec embouteillage et pollution. Eh bien moi, je dis que Grenoble est d'abord la cité de l'innovation. 35 km/h, 41, 42, à 50 j'arrête. Une innovation qui a traversé les siècles et dont les traces sont partout dans le patrimoine. C'est une ambiance un peu surréaliste à la métropolis. Alors nous allons gratter l'image, explorer et redécouvrir Grenoble. Il faut mettre des sous si tu veux. Faut mettre des sous. Ouais. Tu vas me raconter, c'est mieux. Certainement l'une des villes les plus attachantes qui soit grâce à ses habitants et à ses montagnes. Au pied des massifs de Beldon, de la Chartreuse et du Vercors, la cité alpine s'est développée au fil des siècles sur un terrain d'une platitude extrême, résultat d'un travail glaciaire millénaire. Vu du ciel, c'est le fameux Y grenoblois au carrefour des vallées du Drac et de l'Isère. En rive gauche de l'Isère, au pied de la Chartreuse, se situe le centre historique. C'est le point de départ du site le plus visité de Grenoble, la Bastille, qui surplombe la ville à 476 mètres d'altitude. Alors évidemment, quand on va à Paris, on visite la Tour Eiffel, et quand on va à Grenoble, on prend les bulles. Salut Yves. Salut Laurent. Alors ça, c'est l'attraction touristique de Grenoble. On a envie d'y aller dès qu'on arrive dans la ville. Absolument, oui. C'est nos bulles et c'est notre Bastille là-haut. La Bastille, un fort militaire du XVIe siècle dont la mission initiale était de défendre la ville contre les assaillants venus de la montagne et qui, fort heureusement, n'a jamais servi, ou presque. En revanche, c'est devenu l'un des meilleurs points de vue sur la métropole. Alors dans les années 30, l'ancien maire Paul Mistral eut l'idée d'y faire construire un téléphérique pour offrir un bol d'air facile et sans effort aux travailleurs grenoblois. Et donc, alors c'était d'abord pour permettre à tous les gens qui travaillent dans l'agglomération de prendre un peu l'air, d'aller s'aérer sur la Chartreuse, parce que tout de suite, on est déjà en Chartreuse. Oui, la Bastille, ça commence là. Oui, voilà, nous sommes déjà en Chartreuse ici. Ouais. Une fois qu'on a passé l'Isère, c'est les pentes de la Chartreuse. Et puis en même temps, c'est un attrait touristique important pour la ville, parce que toutes les villes ont un point haut. Oui, et ici, surtout qu'on a une ville extrêmement plate, et c'est le point haut, le seul point haut de la ville. Le téléphérique de la Bastille est l'un des tout premiers téléphériques urbains au monde, avec ceux de Rio et de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Sa forme actuelle en bulle de plexiglas date de 1976, un design totalement innovant pour l'époque et qui, 40 ans plus tard, tient toujours la route. Là, c'est la troisième génération de téléphériques. Il y a eu la première, de 1934 à 1951. Après, on avait une cabine rectangulaire tout à fait classique qu'on trouve dans toutes les stations de l'époque, des années 50-60. Et ces bulles-là datent de 1976. Et alors, dis-moi, l'histoire de ces bulles, elle est sans accroc, ça s'est toujours bien passé, parce que j'ai quand même retrouvé une petite archive, Alina, assez rigolote. Il n'y a pas eu on voit une petite évacuation. Le jour de l'inauguration, il y a eu effectivement un incident mécanique qui a fait qu'il était nécessaire de faire une évacuation. Et donc on a fait un vol un vol en hélico, quoi. Oui, bah voilà, prévu. Ça pouvait pour certains d'entre les passagers de faire un premier vu la tête du monsieur, hélico. je suis pas sûr que ça lui plaisait beaucoup. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait dans les bulles tout ce qui comptait de gratin dauphinois pour le coup, puisque c'était une inauguration en très grande pompe. Ah, on arrive à la Bastille. C'est pour ça que les bulles ralentissent. Je trouve qu'elles ont une forme vraiment très sympa, ces bulles. C'est vraiment une des images de Grenoble. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Tu comprends mieux. Oui, et puis la ville, on l'a sous les yeux, sous les mains presque. C'est magnifique. Regarde un peu la ville. Elle est juste à nos pieds. Ouais. Et d'ici, on a le privilège de pouvoir admirer comme vue du ciel celle qu'on considère comme la plus longue avenue de France. Le cours Jean Jaurès, qui était le cours de Saint-André, qui va de Grenoble, enfin des quais, jusqu'à Pont-de-Claix. Ouais. Et oui, il y a plus de 8 km de long, mais comme c'était beaucoup plus long que les Champs-Élysées, qu'il ne fallait pas vexer les Parisiens, on l'a coupé en 3. Cours Jean Jaurès, cours de la Libération, cours de Saint-André. Ouais, enfin ça fait quand même plus de 8 km. Oui, mais ça fait 3 fois 3, à peu près. Yves habite cette ville depuis qu'il est gamin. Il a grandi ici, dans les montagnes alentours, et dirige aujourd'hui l'Office du tourisme. Un directeur atypique, passionné de montagne avant tout, comme beaucoup de Grenoblois.
En quoi est-ce que c'est vraiment une ville de montagnards? Moi, je dirais plutôt que Grenoble est une ville de pratiquants de la montagne. Il n'y a pas de Grenoblois, enfin il y a quelques Grenoblois qui vont pas en montagne bien sûr, mais quand on vient à Grenoble, quand on est un néo-Grenoblois, on vient pour la montagne. Et en fait, il y a un syndrome à Grenoble que j'appelle volontiers le syndrome de l'ingénieur à Grenoble. C'est celui qui va bosser dans son labo ou dans son entreprise ou au CEA et qui, avant d'aller bosser, quand c'est l'hiver, il va faire un petit cham-chaud dans ski de randonnée. Et après le boulot, il va peut-être monter au vent aussi. Et puis il court à la Bastille. Le Grenoblois a besoin de nature et le néo-Grenoblois est venu pour ça. Alors, pour trouver le profil du parfait ingénieur grenoblois, nous sommes partis à sa recherche dans l'un des fleurons de la haute technologie française, le synchrotron. Ce drôle de bâtiment en forme d'anneau est bien connu des habitants de la métropole. Pourtant, très peu savent ce qui se passe à l'intérieur. Alors je vous emmène visiter en exclusivité les coulisses du synchrotron. Et ici, au royaume de la haute technologie, tout est possible. Attention. Ça marche 2 fois. Voilà. Quelle puissance! Dans cet anneau long de presque 1 km, des paquets d'électrons sont accélérés pour atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Ils produisent alors des faisceaux lumineux capables d'explorer la matière comme autant de super microscopes. Dans tous les domaines de la science, vous allez voir tout à l'heure que certaines applications sont étonnantes. Mais pour l'heure, petite visite des coulisses, d'ordinaire interdite au public. La lumière arrive ici. La lumière arrive là, oui. Le rayon X ou rayonnement synchrotron, c'est différents mots pour exprimer la même chose, va passer dans ce tube. Alors là, on va faire quelque chose d'extrêmement rare pour une équipe de télévision. On va rentrer, grâce à Laurent, dans le sein des seins, c'est-à-dire dans le tunnel primaire qui génère ces fameux rayons X. Tout à fait. Hein, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Là, on va rentrer là où commence la vie des électrons. D'accord. Et effectivement, c'est une zone strictement surveillée. Mais nous, on peut y aller. Et si nous sommes exceptionnellement autorisés à rentrer, c'est parce qu'aujourd'hui, la machine est à l'arrêt, en cours de maintenance. Voilà, tu vois, ce que tu peux voir ici, c'est l'endroit où vont littéralement naître les électrons. C'est d'ici qu'on va les produire pour commencer à les accélérer. Et à partir de là, tout va très vite, presque à la vitesse de la lumière, en quelques mètres seulement. D'ailleurs, nous voici déjà dans l'anneau principal, dit anneau de stockage. Et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. On est devant l'une des machines les plus sophistiquées du monde. Il y en a 3 comme ça dans le monde. Mais alors, excuse-moi, mais ça ressemble à rien. C'est qu'il y a des tuyaux partout, il y a des fils. Il y en a un qui se débranche, il se passe quoi? Tu débranches n'importe lequel des fils que tu vois devant toi. Tous les accélérateurs s'arrêtent. Il y en a 844 mètres. C'est-à-dire ce que vous voyez là, c'est reproduit tout au long de la circonférence du synchrotron. Et essentiellement, ce que tu vois, ce sont des aimants. Des aimants qui vont servir à guider les électrons et d'autres aimants qui vont servir à les focaliser pour qu'ils restent en petits paquets compacts. Et pour te donner une idée de la vitesse d'un paquet d'électrons, tu comptes 1 seconde. Top, top. Et bien entre ces 2 tops, le même paquet d'électrons est passé devant moi 350 000 fois. Donc en fait, tout ce que je vois, c'est au fond une machine à produire des rayons X extrêmement puissants. Puissant dans un très fin pinceau de rayons X. Ouais. Et on va aller voir à quoi ça sert. Parce que ça sert à quelque chose quand même, hein. Sinon on l'aurait pas fait. Allons-y. Franchement. Alors en fait, tout autour du synchrotron sont disposés différents modules comme celui-ci, dans lesquels travaillent des chercheurs venus du monde entier. Et leurs sujets d'études sont incroyablement diversifiés. Ici, on peut étudier l'environnement, la médecine, les sciences de la Terre, la géologie, l'histoire et même l'archéologie. En clair, tout ce que la science compte de meilleur est réuni ici, au synchrotron. Emmanuel, lui, travaille sur une application étonnante. Il ausculte des papyrus carbonisés lors de l'éruption du Vésuve il y a 1500 ans. Donc ça, c'est une reproduction, évidemment, hein, c'est pour comprendre. Le parchemin, il était enroulé comme ça, 15 mètres, hein, là, il n'y en a que 70 cm, compressé, carbonisé, et après l'éruption, bah, ça ressemble à ça, c'est-à-dire à rien. Exactement. Si on déroulait ce papyrus aujourd'hui, il tomberait en poussière. Alors seul un super microscope comme le synchrotron peut en révéler les secrets du grec ancien. Ici, on voit un qui est notre X maintenant. On peut voir probablement un epsilon à gauche et un iota sur la droite. Et ça, c'est le résultat final. Et ça, c'est le résultat final.
Ce qu'on voulait voir, c'était si on était capable de voir le titre, parce que le titre se trouve à l'intérieur du papyrus, au centre du papyrus. D'après les papyrologues qui collaborent au projet, il s'agirait de textes philosophiques et non de la liste des courses ou d'une recette de cuisine, comme sur cette reproduction imaginée par Emmanuel. Il n'est pas impossible que, pour l'instant, on ait découvert que des traités philosophiques, mais qu'il y ait des choses à l'intérieur, puisque cette villa a appartenu au beau-père de Jules César. Il n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui soient autres que celles qu'on a découvertes jusqu'alors. Du confidentiel défense, des choses intéressantes? Il est probable qu'il y ait des ouvrages techniques aussi, ou des choses comme ça, mais pour l'instant, on n'a découvert que des traités philosophiques. Je vous rappelle qu'initialement, nous sommes venus au synchrotron pour chercher un ingénieur montagnard. Eh bien, le voici, dans le labo d'à côté. Denis est chercheur au CNRS en sciences de la Terre. Ce soir, il travaille un peu plus tard que les autres, car demain, il n'est pas là. Denis, c'est quoi le programme maintenant? Ben, je file là, j'ai posé ma journée de demain. Il y a un bon petit créneau météo apparemment là, j'ai eu Alain. Et il faut pas le rater là. Juste, Vous allez où? On va au-dessus, Moucherotte ou Chartreuse, on n'a pas défini encore là. Vous partez en montagne? Ouais, ils font le routage météo et puis ils me disent. Et moi je suis. Finalement, le rendez-vous a été fixé au pied du domaine skiable de Lens-en-Vercors, à environ 45 minutes du centre-ville. Un rendez-vous matinal, très matinal même. Alors Denis a pris ses précautions. Alors, t'as dormi? Ouais, ça va, ouais. Salut jeune homme. Denis, vous avez dormi là? Ouais, dormi là, ouais. Vous êtes arrivé quand? Ben, c'est plus simple, hier soir. Hier soir, pour pas réveiller toute la famille. Je pars la nuit, je dors ici. Et comme ça, je suis prêt à partir. Allez, on y va. Avec Alain et Sébastien, Denis fait partie d'un collectif de photographes passionnés par Grenoble et ses montagnes. C'est le collectif Divertissime. Avec recul, ça y est, ça sort. Le jour se lève très vite. On tape à droite là-bas sur les crêtes? Ouais. On vise les crêtes, ouais. Alors, on tacle la piazze. Allez. En toute saison et par tous les temps, ils crapahutent dans la montagne armés de leur matériel, à la recherche des plus belles lumières. Il y a un peu de couleur là-bas côté Mont Blanc. Ouais, ça se lève là. Leur style est simple mais efficace. Ils mettent en scène un personnage dans un paysage grandiose. Ça rosdit derrière. On va peut-être faire un plan ici, là, si on met un mec sur la crête, là, ça peut être sympa là. Allez Denis, tu te mets sur la pointe là. La lumière est sympa là. Et traîne pas trop parce que le soleil il est pas loin là. Tout lui dire. Allez, cours un peu là. C'est sympa là avec le tombant. Le bras Denis. Ah, c'est sympa ça. Ah, regarde Chocard, sympa ça. Denis, vous avez changé d'ambiance là? Ouais, ça change hein, par rapport au travail. C'est pas la même lumière. Hein. En bas, on est sous les plafonds. On n'a plus trop le sens des cycles de la journée. Et puis ici, par contre, on se recale avec le soleil, quoi. Depuis leur rencontre il y a quelques années, le petit groupe a écumé les hauteurs du bassin grenoblois à la recherche d'images spectaculaires. Avec une affection particulière pour la dent de Crolles, ce sommet calcaire imposant de la Chartreuse qui domine Grenoble. La ville est pour eux un camp de base qui, très souvent et pour une fois, mérite de faire partie du cadre. Moi, je reste persuadé qu'on peut faire des images aussi belles qu'en Norvège ici, quoi, parce que si les conditions sont réunies, on a des spots extraordinaires. Si les lumières et le contexte météorologique le permet, on peut faire des choses énormes, quoi. Notre force, c'est ce massif-là. Effectivement, on aimerait bien faire des images ailleurs, mais pour tout un tas de raisons. C'est la proximité. C'est notre proximité, sortir ouais. Juste au moment de cette fenêtre météo qui va être particulière pour choper la super photo, quoi. Quand tu as la ville de nuit avec les poses lentes donc qui boostent un peu les rouges et toutes ces choses-là, ça donne vraiment des contrastes entre la neige et puis le fleuve de lave, parce que ça ressemble vraiment à une mer de lave. Artistiquement, c'est des images très, très belles, quoi, en fait.
tu as des mers de nuages, tu as la réverbération justement de la lumière qui passe à travers les nuages et du coup ça fait vraiment un phénomène d'eau bouillante rougissant, là, c'est assez fabuleux. Allez, une dernière, et tout. Petit chocard qui passe. Non, toujours pas. Allez. Bon, bah écoute. Je pense qu'on ramène des choses sympas quand même. On retourne à Planète Ville. Allez. Voilà, change de monde. Boulot. À la prochaine fois. Retour dans le centre-ville de Grenoble, au royaume des tramways, des pistes cyclables et de la vitesse limitée à 30 km/h. Car face au fléau des embouteillages et de la pollution, Gre, comme on l'appelle ici, est à fond dans les nouveaux usages de déplacements urbains et dans l'innovation écologique. Et moi, au détour d'une ruelle, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est absolument génial. En fait, ça s'appelle des COM, c'est des petites voitures individuelles, électriques, 100% électriques, et qui sont en autopartage, exactement comme les Véloves à Lyon ou les Vélib à Paris, pour vous donner un exemple, avec une carte, un abonnement, un système d'application sur Internet. Vous pouvez prendre votre voiture où vous voulez et la poser où vous voulez dans la ville. Et c'est génial, il n'y a pas un bruit. C'est où les essuie-glaces? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, c'est bon. Et oui, je fais pas de bruit, je ne pollue pas. Et puis je fais ce que je veux, surtout. Un peu très reine d'Angleterre, comme ça. Et voilà donc les quais de l'Isère, le quartier Saint-Laurent de la vieille ville. Je vais vous emmener dans un endroit que peu de Grenoblois connaissent, qui est une bizarrerie architecturale très étrange, ça s'appelle le garage hélicoïdal, en tout cas moi je l'appelle comme ça. Et ça tombe bien parce que ça s'appelle comme ça. Le style est art déco, bien visible sur le fronton d'entrée. Ce garage est toujours en service avec environ 250 places qui appartiennent à des particuliers. C'est étrange comme endroit. Surtout quand on sait que ça a été construit en 1928, à une époque où la voiture, franchement, il n'y avait pas beaucoup dans les rues. Hein. Et ben, il y a un immeuble entier qui a été construit en plein centre-ville pour garer la voiture. Et c'est une curiosité, une bizarrerie du centre-ville de Grenoble. Mais en fait, moi, je voulais vous montrer autre chose. Dans cette ville, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que même quand on vient garer sa voiture, on a une super vue sur les montagnes. Depuis le toit du garage, on distingue également très bien un autre bâtiment témoin de l'innovation grenobloise, la première tour en béton armé construite en Europe. De loin, ça ne donne pas forcément envie d'y aller, mais de près, vous allez voir que c'est étonnant. Il s'agit de la tour Perret, au beau milieu du parc Paul Mistral. Yves, on a quitté le centre-ville, sous la Bastille, près de la place Grenette. Là, c'est la ville plus récente, construite dans les années 50-60. C'est ça. Et puis il y a ce parc magnifique, très ouvert. Oui, très ouvert, surtout pas fermé du tout. Hein. C'est le poumon vert de la ville, accessible à tous et de partout. En plus, c'est un espace vert qui vit le jour, qui vit la nuit. Les gens viennent faire du sport, ils viennent se rencontrer, ils font des pique-niques, ils font la fête le soir. Surtout quand ils se sont appropriés vraiment. Hein. Ah oui, c'est un lieu de vie pour les Grenoblois. C'est un vrai lieu de vie. Il y en a d'autres dans Grenoble, mais là, il se passe énormément de choses. Voilà, et c'est des choses qui se passent de manière très spontanée. On se retrouve ici. Et alors, il y a cette grande tour dont on se demande à quoi elle sert. Eh ben, quand elle a été construite, à rien. Quand elle a été construite en 1925 pour l'exposition internationale du tourisme et de la houille blanche, Auguste Perret, qui a édifié cette tour, a dit bon, ben, c'est la tour pour regarder les montagnes. Donc elle sert à quelque chose quand même. Elle sert à aller voir les montagnes. Et moi j'ai bien envie d'y aller. Et ça serait une première parce que les Grenoblois n'y ont plus accès depuis très longtemps. Depuis 1960, les ascenseurs sont tombés en panne et depuis la tour est inaccessible au public. Nous, on va y aller. Là. Allons-y. Donc voilà, plongée au début du XXe siècle. Dis donc, c'est impressionnant. Hein. 1924. Ah ouais. Et tu sais combien il y a de marches? Je sais combien il y a de mètres. En gros, on va monter 90 mètres. Bon. Et des marches, non, je ne les ai pas comptées, mais si tu veux, tu peux commencer là.
Tu veux peut-être prendre l'ascenseur? Celui-là, non. Depuis sa fermeture au public dans les années 60, rien ou presque n'a bougé. Alors là, de temps en temps, il y a des petits colimaçons. Il s'amusait, l'architecte, en fait. Ben oui, c'était pour montrer qu'avec le béton, on a beaucoup de souplesse de construction. Donc voilà, c'est surtout une tour pour montrer la performance du béton qui était un tout nouveau matériau à ce moment-là. Mais un béton qui a mal vécu les assauts du temps, d'où la fermeture au public. C'est une ambiance un peu surréaliste à la Métropolis, ce film de Fritz Lang qui a été fait à peu près à la même époque, avec des formes un peu bizarres. C'est très étrange comme structure. C'est solide, Yves? Oui, non, c'est pas solide, c'est pour ça qu'il y a quelques projets de réhabilitation qui sont dans l'air, et c'est aussi pour ça qu'elle est fermée depuis 1960. Ah ouais. Elle peut tomber d'un moment à l'autre. C'est ça. Mais pas maintenant, alors. Ah bah voilà, on est arrivé. Et non. Non? C'est juste le premier niveau. Quand il n'y en a plus, non encore. Va-t'en, mon petit. Va-t'en, je vais passer. Voilà, oui, c'est une je partie sais, qui est plus étroite, là. Ah oui. Tout là-haut, le vide se creuse. Là, ce sont les derniers mètres. Et le vent nous accueille comme au sommet d'une montagne. Alors là, c'est le sommet. Ah oui. Ah ouais, quand même. Admirer les montagnes depuis le centre-ville, telle était la mission originale de la tour. Mais aujourd'hui, pas de chance, c'est un peu bouché. Voilà, on a Champs-Rousse juste en face. On fait un effort d'imagination. Donc Champs-Rousse. Ouais. Le Grand Pic de Beldon, on voit normalement la grande lance de domaine, là. Ça sort, regarde quand même, quand tu regardes bien. La grande lance de domaine, là. Ouais. Et là, on a le Taillefer. Alors ce qui est génial aussi, c'est qu'on est au cœur du site olympique de Grenoble de 68. Oui, la cérémonie d'ouverture a eu lieu juste là à nos pieds, qui était ouvert, d'ailleurs les Jeux Olympiques d'hiver ont été ouverts par le général de Gaulle à l'époque. oui. Et je l'avais vu, il était très grand ce bonhomme, il m'avait impressionné. Proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Est-ce que tu as vu des épreuves? Oui, puisque mes parents résidaient pour les vacances à Champs-Rousse et j'ai assisté à toutes les épreuves de ski alpin. Ah, juste là-haut. Ouais. Donc j'ai assisté aux 3 médailles de Jean-Claude Killy. Et si à toi je te dis c'est tout bon, tu connais? Va doucement. Va doucement. Ouais. C'est tout bon, 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 c'est tout bon. Killy c'est bon, c'est tout bon. Va doucement, c'est tout bon. Alors vous savez que ça, c'est la piste de descente olympique sur laquelle Killy a eu sa médaille. Bon, je vais un petit peu moins vite que lui, mais c'est pas une question de niveau, hein, c'est parce que la neige est gelée ce matin. Faut aller bien doucement. Champs-Rousse, c'est la station des Grenoblois, à environ 3 quarts d'heure du centre-ville. Et encore une fois, un site porteur d'innovation, car bien avant la victoire de Killy aux Jeux Olympiques, c'est sur ces pentes qu'est né le ski alpin en France en 1878. Et le plus étonnant ici est la vue panoramique que l'on a depuis les pistes sur toute l'agglomération de Grenoble. En fait, c'est quand on est là, Franck, qu'on se rend compte que Champs-Rousse et Grenoble, elles sont vraiment reliées entre elles, visuellement déjà. Visuellement, on le voit très bien, on est extrêmement proche. On est à 2 km d'altitude au-dessus de la ville. Donc on a une vision non pas qui est panoramique, on a une vision aérienne du site. Oui, on pourrait la toucher presque. On peut la toucher du doigt. On est vraiment en direct avec la métropole. Forte de cette situation unique, la station de Champs-Rousse porte aujourd'hui un projet pharaonique de rénovation intitulé Champs-Rousse 2030, avec une nouveauté majeure, une liaison en téléphérique depuis le centre-ville de Grenoble. Le rêve de Champs-Rousse, le rêve de Grenoble, c'est de voir très rapidement des gens, place Grenette, avec les skis sur l'épaule, se balader en ville, aller prendre le télécabine, se retrouver à Champs-Rousse quelques minutes après, profiter du ski, rentrer le soir à la maison ou au bureau. Voilà, au lieu d'aller dans la salle de sport, on va faire du ski à Grenoble.
Bon bah pour moi c'est la dernière. La dernière de la journée mais aussi la dernière de l'année, hein. Ça sent le printemps là. Alors on se retrouve comme d'habitude pour la rediffusion sur TV5 Monde et sur les réseaux sociaux pour discuter ensemble. Allez, ciao! Ouais, on y est. Et le preneur de son nous dit il faut absolument que vous soyez plus bas parce qu'en haut il y a trop de vent. C'est uniquement pour ça, il est là le preneur de son, c'est évidemment uniquement pour ça qu'on est redescendu de 3 mètres. Ah mais j'attends le bruit du moteur. Il n'y a pas de moteur, enfin il y a un moteur électrique. J'espère que c'est pas une liste de course parce que pensez acheter du jambon, il y a des mecs qui bossent dessus. Il faut juste pas être le type qui est sous l'hélico en train de se tenir. Je n'aurais pas aimé que ça m'arrive. Vous savez à quoi ça me fait penser? Aux autotamponneuses. Sauf que là, c'est pas le but, hein, je vous le dis tout de suite. Ça le fait pas du tout. Faut aller bien doucement.